Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e Expert Insight. Et je vois qu'on est déjà une petite trentaine. Avant qu'on se présente, je vous propose de mettre dans l'onglet chat soit la ville d'où vous venez, soit le type de taille de boîte. Comme ça nous donnera aussi l'occasion d'être encore plus précis dans nos échanges. Et pour ma part, c'est pas du tout original. Je suis basée à Paris. Annecy, Dunkerque. On a toujours une poignée aussi qui ne sont pas basés en France parce que les formats sont hyper ouverts. 77. Londres. Ah ben voilà. Bienvenue Fanny. Chicago. Extra. Fanny Montreuil, qui est ma collègue et associée. Extra. Bordeaux. Et vous entendrez même un petit chant mélodieux derrière nous, une petite voix qui confirme qu'on est en plein dans la thématique. 9e, j'apporte ma touche d'exotisme. On adore Benoît. Nantes. Extra. Parfait, on est ravis de tous vous accueillir. N'hésitez pas à continuer d'écrire. Vincennes, mais dans la salle d'attente de mon médecin, qui a toujours 45-60 minutes. Bon courage, Katharina. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 18e édition des formats Expert Insight. Donc, les formats Expert Insight, sont des conversations hyper concrètes où je choisis toujours de donner la parole à deux personnes expertes du sujet, mais qui ont des visions super complémentaires. Donc, c'est des formats, il n'y a pas de slide, c'est des formats off dans lesquels vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, à l'inverse de l'onglet chat qu'on utilise actuellement, vous pourrez vous poser vos questions dans l'onglet questions, qui nous permettra, et vous pouvez voter les uns les autres, et on prendra au fil de l'eau toutes vos questions. Donc, vous êtes vraiment la matière, et on s'appuiera sur les expériences à la fois clients et candidats de Garance et Joy. Et du coup, je suis ravie, en tout cas, à titre perso, d'organiser cet événement. Avisio organise ce type d'événement en physique et en visio plusieurs fois par mois. On choisit toujours des thématiques fortes qui sont des problématiques de C-level, parce qu'on est une boîte de services RH, de l'assessment, du mentoring, du recrutement, et tout est basé sur ce réseau. Donc pour ça, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Garance et Joy, qui ont toutes les deux des expériences hyper complémentaires. Garance, tu vas nous raconter aussi ta vie de patronne et comment tu accompagnes les femmes depuis maintenant 5 ans. Et Joy, une vie d'avocate, puis de RH et aujourd'hui de patronne aussi. Je vous laisse vous présenter en 2 mots et encore bienvenue. Je me lance. Salut à toutes et à toutes. Merci Edith pour l'invitation. Donc Garance Hiverneau, CEO de Garance et moi qui a pour mission d'aider les femmes à être plus épanouies dans leur vie professionnelle. Et on fait ça comment? On fait ça grâce à un bilan de compétences qu'on a totalement réinventé. D'abord parce qu'on l'a adapté aux problématiques que les femmes rencontrent. Et un des sujets d'aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est la maternité et à quel point la maternité impacte la carrière des femmes. Mais ça n'est pas le seul frein qu'elles rencontrent dans leur carrière. Il y a évidemment les stéréotypes qui vont les freiner dans leur choix professionnel, la difficulté à parler d'argent, le leadership, enfin plein de sujets auxquels elles sont encore et toujours confrontées et qui vont être des freins dans leur carrière. Donc nous, on va travailler pour lever ces freins et leur permettre de construire un projet dans lequel elles vont être alignées et bien sûr adaptées au marché. Donc, on a accompagné à peu près 11 000 femmes. Donc, on est plutôt sur du B2C, mais on accompagne également les entreprises qui ont des problématiques à faire monter leurs collaboratrices à des postes à responsabilité, malgré parfois tous les efforts qu'elles peuvent déployer et mettre en œuvre. Eh bien, il faut agir, encore une fois, sur les croyances, sur les freins que les femmes ont intériorisés. Donc, on aide ces entreprises à dépasser les freins de leurs collaboratrices pour faire monter leurs collabs à des postes à responsabilité. Trop bien, merci Garance. Est-ce que Joy, tu peux aussi te présenter? Oui, merci Edith, en tout cas d'avoir organisé ce webinaire. Alors, moi, je suis Joy. J'ai lancé WePulp il y a un peu moins de 2 ans. C'est un cabinet d'avocats hybride qui intervient sur tous les sujets en droit du travail, mais également RH. Parce que moi, j'ai justement un double background, à la fois d'avocate et de DRH.
Et nous, on intervient plutôt sur la partie B2B où on accompagne les entreprises dans leur politique, la stratégie RH, mais bien évidemment sur tous les sujets afférents au droit du travail. Donc, c'est vrai que le sujet de la maternité, de la paternité, on va le retrouver dans des politiques qu'on va mettre en place, qui sont aujourd'hui des politiques qui sont de plus en plus souhaitées par les entreprises, parce qu'il y a un vrai enjeu d'égalité professionnelle et de sujets finalement qui doit être démystifié autant sur la maternité que sur la paternité. Et puis également, en tant que maman de 3 enfants, j'ai expérimenté ces sujets à des niveaux différents. Donc, ça pourrait être l'occasion de partager cette expérience. Je crois que tu as 3-4 anecdotes, effectivement. Donc, vous verrez que c'est des formats, on va pas mal parler de la vraie vie, de ce qu'on voit dans les boîtes dans lesquelles que vous accompagnez au quotidien, dans les femmes que tu accompagnes au quotidien, Garance aussi. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aussi participer. Donc, on prendra la première question. Il y a toujours un courageux qui ose poser sa question en premier. Je voudrais commencer en tout cas ce webinaire par une stat qui fait un petit peu peur. Alors, on ne parle pas de statistiques, on parle de perception, mais aujourd'hui, il y a encore 73% des femmes qui considèrent le congé maternité comme un réel frein à leur carrière. Comme on disait avec Garance, il y a la perception, mais elle est souvent proche aussi de la réalité parce qu'il y a c'est une étude LinkedIn qui appuie sur du très factuel. Peut-être pour commencer et mettre les pieds à l'étrier, Joy, tu peux nous redonner un petit peu le contexte légal du congé maternité et paternité en France, tant en termes de durée qu'en termes d'obligations légales. Donc, pour les mamans, on a une durée, la durée du congé est plus importante que pour les papas, en tout cas aujourd'hui, puisqu'elle est de 16 semaines, voire 26 semaines en cas de naissance multiple, 34 semaines ou 46 semaines, ça dépend. Mais en tout cas, le basique, c'est plutôt 16 semaines. L'indemnisation, ça va être une indemnisation qui va être versée par la CPAM, mais la plupart des conventions collectives prévoient un maintien de salaire par l'employeur quand des conditions d'ancienneté sont respectées. Généralement, c'est entre 1 an et 2 ans en fonction de la convention collective. Et puis sur la période, on va dire le point de la protection, la période de protection, on n'a pas le droit de licencier une salariée enceinte dès que sa grossesse est connue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une période de protection absolue pendant toute la durée de la grossesse, pendant la durée du congé maternité, pendant laquelle la salariée ne peut pas du tout être licenciée. Et puis ensuite, une période de protection relative qui va durer 10 semaines, pendant laquelle il n'est toujours pas possible de licencier la salariée, sauf faute grave. Et il faut y aller pour prouver quand même la faute grave qui est totalement indépendante de la grossesse. Et c'est la même chose lorsqu'on est en période d'essai. C'est un peu la même chose. Peut-être que c'est un peu plus flexible, on va dire, d'un point de vue réglementation, puisque c'est possible, mais faut-il encore prouver ces motifs qui sont complètement décorrélés de la grossesse. Et puis, puis en plus, tu as tout un tas de mesures protectrices qu'on développera plus tard. Et puis pour le papa, là, depuis 2021, cette durée du congé paternité a été ramenée à 25 jours calendaires qui vont être divisés en différentes périodes. Mais en tout cas, voilà, c'est une avancée pour les papas, puisque cette durée est un peu plus élargie. Ils vont, en termes d'indemnisation, ça va être plus ou moins la même chose. Ça va être une indemnisation qui va être également versée par la CPM. Il peut y avoir un maintien de salaire prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être ça c'est une petite subtilité, contrairement au congé maternité, pour les papas, la période de suspension ne va pas être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté s'il y a un accord d'intéressement ou de participation. Et donc ça aussi, c'est une petite actualité qui est en cours aujourd'hui, puisque ça a vocation à être changé par l'Assemblée nationale. Et puis voilà, donc et sur la période de protection, c'est exactement la même chose. Le papa sera protégé pendant toute la durée du congé paternité et pendant ces 10 semaines suivant son congé paternité. Extra, toujours dans les sujets légaux, Joy et Garance, il y a une question de Olivia. Ça fait suite à est-ce qu'on doit déclarer son
son congé maternité? Est-ce qu'il y a une obligation légale? Je suis en process de recrutement et je viens d'apprendre que je suis enceinte. Est-ce que je dois le dire pendant les entretiens? Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a absolument pas d'obligation de le dire. Ça, c'est la théorie. Bon, il y a la théorie et je pense que clairement, la loi ne vous contraint pas à le dire. C'est votre droit de le garder pour vous. Maintenant, en pratique, je suis DRH et je pense qu'autour de la table, on sera toutes, on sera toutes alignées sur ce point-là. Je pense que c'est toujours mieux de commencer votre relation de travail on va dire, en commençant à être par la transparence. Et même si vous avez peur et que c'est difficile parce que vous avez peur de perdre votre job, en tout cas, ou de ne pas l'avoir, je pense que ça sera toujours félicité de la part de votre manager et de l'entreprise d'avoir été complètement transparente plutôt que de l'annoncer une fois que vous êtes en poste. Pour la petite anecdote, on a 3 exemples de CEO qui ont embauché des C-level, CMO et DRH alors qu'elle était enceinte du 3e et la 2e du 4e. Et elle a joué la transparence en disant, bah voilà, c'était en plus pas prévu. Et la boîte, elle a rigolé au nez en disant, mais tu crois que ça remet quelque chose en question? Donc, je pense que les mentalités sont loin d'être complètement figées, mais les choses changent et ça, c'est hyper encourageant. Est-ce que Garance, toi qui accompagnes du coup l'autre côté femme, tu vois encore aussi pas mal de réticence pour l'annonce en entreprise? Alors, oui, absolument. Il y a beaucoup de réticence parce que, comme tu l'as très justement souligné, Edith, il y a la perception des femmes qui montre que ça reste un frein d'être enceinte et d'avoir un enfant dans sa carrière. Et ça n'est pas qu'une perception parce qu'il y a d'autres chiffres, évidemment, qui étayent et qui appuient que c'est une réalité vraiment concrète, que la maternité a un impact parfois un peu négatif sur la carrière. On dit que quelques mois de congé maternité, c'est une carrière qui est souvent ralentie à vie. Donc, l'objet aussi de cet event, c'est donner des tips aux femmes pour leur permettre d'amortir et de réduire en effet l'impact négatif d'une carrière. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, oui, clairement, elles sont très angoissées une fois qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes ou en tout cas qu'elles ont un projet de bébé parce qu'elles ont tout à fait conscience que ça va être d'abord un bouleversement pour elles-mêmes en tant qu'individu, en tant que femmes, mais aussi dans leur carrière professionnelle. Et donc, la question de l'annonce, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense qu'il faut absolument former les femmes sur, quand j'envisage d'avoir un bébé, comment j'en parle à mon employeur, quels sont les tips à bien comprendre, à bien connaître pour le faire de manière hyper constructive et encore une fois, amortir, diminuer les impacts négatifs éventuellement d'une grossesse. Et bien, du coup, parlons-en. Est-ce qu'on a des tips concrets pour une annonce réussie à une boîte? Joy, tu mettais en avant la transparence. Est-ce qu'il y a des trucs encore plus concrets ou pour compléter? Moi, je pense que ça m'est arrivé, donc ça m'est arrivé moi, je parlerai plutôt des erreurs à éviter. Oui, avec plaisir. C'est toujours bien. Les fails, ça met toujours mon coup à l'aise. Mais non, je pense qu'il faut être transparent et expliquer que peut-être si c'était un projet que vous aviez ou même si c'est une surprise que vous avez pu apprendre, c'est de communiquer au manager, de peut-être aussi communiquer parce qu'on est toutes différentes, votre volonté aussi dans le cadre de cette grossesse. Je dis ça parce que peut-être que ça va pas paraître clair pour tout le monde, mais moi en tout cas, la première fois que j'ai appris que j'étais enceinte, c'était une surprise, ça a été une belle surprise, mais je ne savais pas du tout, je n'arrivais pas du tout à me projeter en fait. Je ne savais pas ce que je voulais et tout était nouveau pour moi. Mais je sais que quand en tout cas, parce que j'en ai quand même 3, donc au fur et à mesure j'ai avancé, je sais qu'il y a des mamans qui veulent prendre un congé maternité pleinement et qui veulent justement aménager leur temps, peut-être décaler ou avancer leur congé maternité. Donc ça, c'est toujours mieux, je trouve, de l'expliquer tout de suite à votre manager ou en tout cas de faire des temps dédiés avec lui pour lui dire, voilà, je pense que j'aimerais bien m'orienter dans ça pour mon congé maternité. Ou bien même, voilà, moi, j'ai envie aussi parce que j'ai tel poste et parce que je me sens très impliquée dans on va dire dans l'équipe et que pour moi c'est important d'avoir toujours un pied dedans, d'avoir des échanges réguliers avec l'équipe ou avec toi en tant que manager. Et encore une fois, je pense que c'est important de comprendre que c'est totalement relatif parce que il n'y a pas de... Je préfère le préciser aussi là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise maman, on est toutes différentes face à la maternité et il y a vraiment des mamans qui veulent couper complètement et d'autres qui ne veulent pas couper. Et je pense que
en tout cas en termes de best practice, de bonnes tips, moi, ce que je ferais, c'est que j'aurai cet échange de façon continue avec mon manager pour lui exprimer ce que je souhaite réellement dans le cadre de cette maternité. Et comme on disait en amont, ça fait le lien avec pas mal de questions, il y a un congé paternité ou maternité, il y a de la préparation en amont, il y a ce qu'on peut faire pendant et il y a l'occasion de bien préparer le retour. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, pour les prendre dans l'ordre, n'oubliez pas de voter, ça facilite mon travail. Il y avait la question du CDD de Amélie. Les entreprises... Oups, ça a sauté. Excuse-moi, les entreprises disposent bien d'aide pour l'embauche d'un CDD ou un remplacement de congé mat? Si oui, quelles sont-elles? Donc là, on est carrément pendant le congé. Là, on a parlé un peu du avant. Pendant le congé, c'est quoi un peu juste avant de partir en congé, qu'est-ce que peut faire une femme pour gérer le pendant? Alors, parce que pour le coup, on parle... Sur les aides, je vais peut-être te laisser répondre, Joy. En revanche, côté collaboratrice, à mon sens, il y a vraiment 3 choses à bien avoir en tête pour préparer son congé mat. Il y a d'abord sortir de la culpabilité, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui culpabilisent quand elles sont enceintes à l'idée de désorganiser leur service, leur boîte, etc. Donc d'abord, ça ne sert à rien de culpabiliser, c'est toujours bien de le rappeler. C'est toujours plus efficace de passer du temps et de l'énergie à dégonfler les peurs du manager, qui sont parfois légitimes, que de se laisser dévorer par la culpabilité. Je le rappelle aussi, c'est un élément qui peut permettre aux femmes de prendre du recul. La natalité en France est en baisse, avec un niveau qui est historiquement bas. Donc, quand on fait des enfants, c'est bien pour nous, c'est bien pour notre couple, mais c'est aussi bien pour la société tout entière. Donc, c'est quand même probablement des personnes qui vont payer nos retraites ensuite. Donc, ça permet de prendre du recul, mine de rien, quand on est un peu en mode j'ai un enfant, je vais avoir un enfant et ça va provoquer pas mal de désagréments pour mon employeur, pour mon service, etc., etc. Et par ailleurs, ça n'est jamais le bon moment d'avoir un enfant. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on doit décaler. J'ai moi-même deux petits-enfants en bas âge. C'est jamais le bon moment. Sauf qu'une carrière, ça s'articule, ça bouge, ça se modifie. Un enfant, si on loupe le coche, malheureusement, on peut ne plus jamais en avoir de sa vie. Donc ça, c'est le premier point, sortir de la culpabilité. T'en parlais, Joy, moi je trouve que c'est absolument fondamental de bien préparer l'annonce de sa grossesse. Et pour moi, il faut vraiment en discuter avec son manager, demander un entretien pour le faire, pour montrer qu'on a conscience, encore une fois, du bouleversement que ça va provoquer, notamment dans le service, d'arriver bien préparé avec des ébauches de solutions en disant, voilà, j'ai potentiellement pensé à cette personne qui pourrait compenser mon absence. Après, ce sera toujours la décision de l'employeur, bien sûr, mais en tout cas, d'arriver avec des ébauches de solutions, ça me semble hyper important. Montrer qu'on a réfléchi potentiellement au mode de garde, à l'organisation, etc. Je trouve que c'est aussi montrer, encore une fois, sa bonne volonté et le fait qu'on ait conscience que ça peut bouleverser pas mal de choses. Donc, pour moi, il y a vraiment un sujet de bien préparer l'annonce et par ailleurs, sur le maintien de la relation entre l'employeur et la collaboratrice. Tu le disais, Joy, il y a des femmes qui vont vouloir couper totalement et d'autres qui sont plus ouvertes à maintenir un lien. Moi, ce que je recommande, parce que je vois les dégâts que ça peut provoquer de couper les liens de manière extrêmement radicale, je recommande toujours de maintenir un lien minimal avec son manager, son N+1. Alors, justement, un lien minimal, Garance? C'est une question de curseur qui, évidemment, qui dépend beaucoup de la collaboratrice et de l'organisation de la boîte. Mais à minima, pour moi, c'est d'avoir un échange une fois par mois. Alors, à voir si c'est formel, informel, un café, recevoir, par exemple, le weekly update de la boîte. Vraiment, ça, c'est une question de personnes, d'envie et aussi d'organisation de l'entreprise. Mais quand il y a une rupture totale, c'est assez catastrophique en fait, pour la collaboratrice elle-même, parce qu'elle revient après 16 semaines, elle a vécu des bouleversements colossaux, physiques, psychologiques, émotionnels, toute sa vie a été bouleversée et a été mise entre parenthèses. Et pour l'entreprise aussi, c'est-à-dire que l'entreprise, elle a continuer à avancer, et c'est évidemment normal. Des boîtes en hypercroissance, elles ont continué à faire de l'hypercroissance. Celles qui sont en difficulté, elles ont dû se réorganiser, mais à minima, il y a eu des changements
Et c'est important que cette collaboratrice, elle ait conscience quand même du train que la boîte est en train de prendre, parce que son retour sera plus simple. Alors, je sais que, évidemment, le congé mat, c'est un moment qui doit être très préservé, et il ne s'agit pas de bosser pendant son congé mat, hein, ce n'est pas du tout mon propos, mais de maintenir un lien minimal, ça permet quand même des déceptions et des chutes qui peuvent être assez brutales côté organisation et côté collaboratrice. Il y a une question. Ah, pardon, Joy, tu allais dire quelque chose? Oui, j'aurais peut-être rajouté un peu certaines choses, on va dire, d'un point de vue plus légal, c'est-à-dire quand tu es enceinte et que tu apprends cette nouvelle, au-delà d'échanger avec ton manager, je pense aussi que c'est peut-être aussi une des erreurs à éviter. Peut-être que je peux en parler là parce que ça s'y prête bien. Quand on est aussi enceinte, ça peut aussi faire ça sur certaines mamans. Tu vas avoir l'impression que tu dois redoubler d'efforts pour gagner en légitimité. Donc, tu vas bosser doublement. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir vraiment connaissance de ses droits. Cette période de grossesse, elle n'est pas vécue de la même manière en fonction des femmes, mais la plupart du temps, tu es vraiment épuisée, en tout cas les premiers mois. Et c'est important d'en avoir conscience, d'avoir conscience de ce que la loi ou la convention collective prévoit pour toi, pour ce statut-là particulier. Donc, tu peux justement aussi voir avec ton manager en fonction de la réduction d'horaire. On sait très bien comment ça se passe en pratique, ça peut être mal perçu, mais en même temps, ton manager, il va être de plus en plus sensibilisé au sujet. Donc, et c'est pour lui, ça va être pour lui important d'aménager aussi ton temps de travail. Ça va être aussi, c'est important de prendre ce temps-là pour les examens médicaux. Parce que moi, je l'ai vécu, je n'osais même pas aller forcément à tous mes examens parce que je me disais, ça fait quand même un peu trop. Et puis, je n'ai pas le temps. Ça, c'est quand tu étais en CAB, c'est ça, en CAB d'avocat? Pas forcément. Même parfois, tu vois, en entreprise, tu te dis, bon, ça va, ça attendra, c'est qu'un examen parmi tant d'autres. Tu te laisses aussi très vite prendre par le flot, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est important aussi, dès le départ, quand on apprend qu'on est enceinte, de s'organiser aussi en fonction de ça et de prendre le temps sans se laisser complètement absorber et d'en parler avec son manager. Et bien évidemment, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Et puis, là, on n'en parle pas parce qu'on intervient beaucoup dans le digital, mais en fonction de certains secteurs d'activité, il y a aussi des postes qui sont plus ou moins pénibles et qui peuvent être réaménagés. Et ça aussi, c'est important qu'une femme enceinte, plutôt que d'arrêter du jour au lendemain parce que le poste est pénible et s'en aller avec rupture totale dans l'entreprise, d'aménager son poste de travail ou d'être complètement transféré sur un autre poste, tout en gardant le lien avec les autres collaborateurs et puis revenir dans un second temps sur son poste initial. Et on parlait justement du... Il y a pas mal de questions, alors pour les prendre un peu en mode mitraillette. Il y a une question sur le être au courant, le légal. C'est la question de Marion. Il est courant qu'en retour de congé mat, alors on est presque après, pardon, on va plutôt aller pour le pendant. Est-ce qu'il existe des bonnes formations, merci Caroline pour ta question, à conseiller pour accompagner les managers dans l'accompagnement d'un futur parent, un demi-futur maman, mais je pense que tu seras d'accord de dire futur parent, également au retour. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? On a échangé un peu avant l'event. Il y a pas mal de choses qui sont nouvelles. Est-ce que vous avez en tête des... Alors là, on parle spécifiquement de formation. Vous pensez à quelque chose que vous recommandez? Moi, je ne pense pas forcément tout de suite à des formations. Garance, je te laisserai rebondir, mais là, tout de suite, je trouve que la première chose, quand une personne revient de congé maternité, c'est peut-être d'organiser aussi un point avec la RH. Alors, ça va sembler très théorique, mais il y a un entretien, en fait, qui doit être mis en place. Au-delà de la visite médicale, l'entretien avec la RH sur le après, sur le post-maternité, est essentiel. Et je trouve que c'est pendant ce point que les langues se délient. Parce que, encore une fois, la communication avec son manager, peut-être, ne va pas être la même qu'avec la RH. Il y a des choses que les collaborateurs vont oser, que les salariés vont plus oser avec la RH. Parce que, justement, ça tient au légal. Donc, on ose demander, est-ce qu'il n'y a pas un aménagement? Qu'est-ce que vous faites en termes de télétravail pour moi? Est-ce que j'ai droit à une aide en plus? Enfin, bref. Donc, je pense qu'il y a cet entretien qui est intéressant. Et puis aussi, je trouve que c'est pas mal, même en tant qu'RH,
s'il y a des DRH qui sont présents, de créer aussi ce lien, ce pont peut-être avec d'autres parents dans la boîte. Moi, j'ai eu le cas, je l'ai vu, alors c'était sur des papas, parce qu'on parle beaucoup de mamans là, Ouais. mais pour les papas, c'est un sujet aujourd'hui qui est un peu tabou, je trouve. Parce que les papas, alors on parle de plus en plus de l'allongement de la durée du congé paternité, des avancées de la France par rapport aux autres pays, donc c'est bien. Mais par contre, on ne parle pas trop de la façon dont eux appréhendent la situation, dont eux vont vivre, on va dire, cette situation d'accompagnant et puis surtout cette entrée ce chamboulement dans leur vie. Et j'ai vu beaucoup de papas qui n'en parlaient pas du tout, ni aux mamans présentes dans la société, ni aux autres aux papas, et qui s'enfermaient un peu dans leur situation jusqu'au burn-out, voire jusqu'à la démission, parce que c'était trop compliqué à gérer. Et ça a été vraiment du vécu, notamment cette année. Et je trouve que ça peut être pas mal, en termes de best practice, d'organiser justement des échanges avec, ah bah tiens, tu pourrais te mettre en relation avec tel autre collaborateur qui vient d'avoir un enfant. Je trouve que ça peut être pas mal en termes RH. C'est pas mal aussi. Ouais. Je vois que dans le chat, il y a une Géraldine qui accompagne les boîtes sur ces enjeux-là. Géraldine, est-ce que tu aurais des idées justement sur la partie formation ou accompagnement? Donc, on a parlé de mettre en lien les gens. Et pour avoir échangé pas mal avec EcoVadis aussi, il y a plein de choses qui existent, notamment de systématiser le part-time pour la reprise des équipes pendant la grossesse et au retour de remettre, il y a de plus en plus de demandes de parents, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, qui demandent à avoir une solution de part-time, une demi à une journée entière pour reprendre un peu plus, j'allais dire en douceur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour atterrir. Également, côté coaching, est-ce que vous avez, là plutôt peut-être dans le chat, d'autres bonnes idées que vous auriez observées, soit chez vos clients, soit dans vos boîtes? Je vois qu'il y a aussi quelqu'un de chez Amazon qui posait pas mal de questions. Je pense que Edith, un des sujets aussi, et je rebondis du coup sur la question de Henri qui dit certaines entreprises proposent systématiquement aux femmes de retour de congé mat de changer de poste dans l'entreprise. Je pense qu'il y a un vrai sujet de comment je me positionne dans ma carrière maintenant que j'ai un enfant. Parce que clairement, ça bouleverse un certain nombre de choses. On n'a pas forcément les mêmes priorités. En tout cas, on hiérarchise différemment les choses quand on a un enfant et quand on n'en a pas. Et donc, pour moi, il y a un vrai sujet de se poser avec son manager, son RH ou avec la boîte sur qu'est-ce que j'ai envie maintenant de faire dans ma vie professionnelle maintenant que j'ai une donnée supplémentaire, en l'occurrence un bébé. Et ça, c'est hyper important parce que ce temps-là, si on ne le prend pas, on risque de passer à côté de frustration, de difficultés du parent. Et il faut que l'entreprise, évidemment, l'anticipe et puisse l'intégrer dans ses projections de carrière vis-à-vis de la collaboratrice ou du collaborateur. Donc, pour moi, il y a un vrai sujet alors ça peut passer par du coaching, du mentorat, peu importe ce qu'on met derrière, mais en tout cas, il faut prendre le temps de se poser et de réfléchir quel est le sens que je veux donner à ma carrière et ce que j'ai envie de faire comme avant ou est-ce que je vais devoir réajuster un certain nombre de choses parce que juste les je pense que tu réponds en partie à la question de Constance, qui est le congé maternité et l'arrivée d'un enfant sont souvent synonymes de remise en question sur le point du professionnel. Le retour au travail est-il le bon moment pour faire un bilan de compétences? Je crois que c'est alors, Garance. Ouais, clairement, le retour au travail, on a énormément de femmes qui viennent nous voir justement quand elles reprennent le travail parce que là, le choc est quand même parfois un peu brutal. Moi, je préconise de le faire plutôt en amont et de profiter de son congé mat à un moment où on est quand même un peu en pause pour le faire et de ne pas attendre le retour dans l'entreprise où là, on doit tout gérer, un mode de garde, on reprend le travail. Enfin, on a quand même beaucoup d'éléments dans notre vie qui sont compliqués à absorber. Donc, je recommande plutôt de le faire en amont. Si ça n'a pas été possible pour une raison X ou Y, oui, il est toujours temps de le faire au moment où on reprend le boulot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce moment charnière de la reprise du travail avec un enfant provoque tout un tas de questionnements auxquels il faut prendre le temps de répondre. Côté entreprise, Joy, est-ce que tu as vu d'autres bonnes pratiques? On a parlé de mentoring. Est-ce que tu as vu le complément de ce que dit Garance à niveau individuel? Côté entreprise, il y a des bonnes choses à aller glaner? Écoute, c'est vrai que j'ai vu pas mal de bilans de compétences se faire justement pendant le congé maternité.
avec des demandes spécifiquement à ce moment-là, parce que je te rejoins complètement, Garance, c'est peut-être pas du tout le moment de le faire au moment où tu reviens et où tu as tout à gérer. Donc non, moi, j'ai peut-être aussi vu des cellules psychologiques s'ouvrir, parce qu'il y a ça aussi, hein, on n'en parle pas là, mais il y a ce post-grossesse qui peut être compliqué à gérer dans la vie d'une femme au sens général du terme, et pas que en tant que salarié. Donc là aussi, ça peut être intéressant, d'où l'importance d'avoir de nourrir cette communication entre manager et salarié, parce que peut-être que la salariée va vivre un moment très difficile à ce post-grossesse, et donc peut-être pour elle d'ouvrir un suivi psychologique et de lui mettre à disposition un psychologue, ça peut être une bonne idée. Extérieur, complètement extérieur à la société. Je trouve qu'en termes d'accompagnement, ça peut être un plus. Et puis en plus, ça permettra de nourrir encore une fois cette communication et de comprendre comment se positionne la collaboratrice. Extra, il y a Géraldine qui complète en disant qu'elle elle a aussi des bonnes références côté coaching spécifique. En autres termes de bonnes pratiques, donc on a pas mal, si on voit plutôt côté fail, donc on a parlé du manque d'anticipation, du manque de soutien avant, pendant, après. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur le que faire quand on revient d'un congé mat ou pat de la période de cette période. Je donne un exemple. On a eu une question en amont de l'event d'une femme qui a dit « J'ai mis sur mon LinkedIn et sur mon CV congé mat. Je ne savais pas si je devais regretter. » Alors, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que ça dépend des femmes? Est-ce que ça dépend de la taille de la boîte? Est-ce qu'on pourra reprocher ça un jour à un homme ou une femme ou pas? Allez, provoque. Je ne sais pas ce que tu en penses, Garance. Moi, je sais que je pense qu'encore une fois, ça se démystifie, ce sujet-là. Ouais. Et qu'à l'époque, il y a encore quelques années, peut-être que ça aurait pu être mal perçu. Aujourd'hui, moi, je trouve que dans notre société actuelle, on essaye de faire évoluer les choses. Donc, d'avoir ce type de ligne sur un CV LinkedIn, moi, je ne suis pas vraiment choquée par ça. Et je pense qu'au contraire, c'est même vu aujourd'hui positivement. Parce que c'est en toute transparence, voilà ce que j'ai fait pendant ces mois-là. Donc moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Garance, mais... Non, mais je te rejoins à 100%. De toute façon, voilà, tu as un trou dans ta carrière, tu le justifies, et autant dire que tu es parti au projet maths, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Voilà, je pense que c'est... Pour moi, il n'y a pas de sujet en termes de communication. Après, sur le sujet de comment bien réussir son retour dans la boîte, il y a vraiment une question d'anticipation. Donc, pour moi, il faut demander donc, ça rejoint la remarque de Hello, je crois, dans le chat, qui disait c'est à l'entreprise, en effet, de gérer toute la partie ré-onboarding. Et bien sûr que c'est à l'entreprise de porter cette responsabilité-là. Mais encore une fois, c'est comme dans un couple, hein, c'est une histoire souvent à deux, et plus la collaboratrice va aussi être un peu proactive, mieux ça va se passer. Donc, demander un rendez-vous informel 15 jours, 3 semaines avant la reprise officielle, moi, je pense que c'est pas mal. Ça permet là encore de se reconnecter, de montrer qu'on est prête à revenir, si on l'est bien sûr, de parler de tout ce que vous avez pu mettre en place, encore une fois, sur les modes de garde, sur est-ce que j'ai envie de reprendre au même rythme ou pas, en tout cas de bien évoquer ces sujets-là. Et par ailleurs, il y a un autre risque que nous, on identifie vraiment chez les femmes qu'on accompagne, c'est que quand on a un enfant, encore une fois, ça bouleverse tellement nos vies qu'on a souvent, on est un peu en mode je veux parler que de ça. Et faites attention à ne pas parler que de votre enfant et de votre bébé quand vous revenez au travail, parce que déjà, il y a des collaborateurs qui n'ont pas d'enfants et en fait, ça ne les intéresse juste pas, ce n'est pas leur sujet. Et par ailleurs, on est dans un cadre professionnel, donc il ne faut pas se laisser envahir aussi par quelque chose qui nous envahit de fait. Hein. Je pense que, voilà, on ne peut pas nier que ça a un impact tellement fort dans nos vies que évidemment que ça nous envahit, mais on est dans un cadre professionnel, donc ne passez pas votre vie à parler couches, biberons, etc., même si vous pouvez en parler évidemment avec vos collaborateurs, collaboratrices avec qui vous avez des affinités, mais en tout cas, voilà, c'est important de bien se dire qu'on revient dans un cadre professionnel et que le monde a continué de tourner voilà, pendant notre congé maternité. Totalement. Et d'un point de vue, même pour compléter ta réponse, Garance,
c'est vrai qu'au-delà au-delà peut-être de l'organisation avec la crèche, avec la nounou, votre organisation de vie personnelle et les liens que vous allez avoir avec les collaborateurs, bien évidemment, c'est aussi peut-être revoir la to-do, cette petite to-do avec votre manager sur les projets qui sont à gérer. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous allez avoir le souhait de gérer comme avant ou au contraire prendre à 80% certains projets. Et ça, encore une fois, c'est relatif en fonction des collaborateurs. Donc, c'est pareil. Voilà. Dans ce sens-là, cas particulier, la performance et les objectifs, il y a une question sur ça, sur le focus chez les commerciaux. Est-ce que on doit impacter les grilles d'objectifs pour les commerciaux, que ce soit congé mat ou PAT? Est-ce que vous avez des pour les commerciaux? Parce que justement, j'allais rebondir dessus, pas que pour les commerciaux, en fonction de la date de votre congé maternité, c'est important, pareil, d'avoir au moment de vos catch-up one-on-one avec votre manager, de voir les objectifs, de passer sur les objectifs qui ont été fixés et même de les revoir. Parce que forcément, ce qui a été fixé sur une année ne va pas être la même chose que sur, on va dire, 8 mois, voire 6 mois. Donc, et il n'y a pas de raison que le ou la salariée soit pénalisée en fonction de la non-atteinte des objectifs pour une question d'absence. Donc, ce n'est pas que pour les commerciaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à l'entreprise de se mettre en ordre de marche et d'anticiper, de proposer des alternatives. C'est à l'entreprise et aux collaborateurs de redéfinir les objectifs en fonction des dates de congé. D'accord. Et est-ce que c'est vrai aussi pour le retour? Pour le retour, c'est un peu la même chose, puisque en fonction de la date d'arrivée du collaborateur, bah, c'est la même chose. Il va peut-être prendre une année en marche. Et donc là aussi, il va falloir redéfinir ses objectifs. Et puis les objectifs, la plupart du temps, c'est même pas la plupart du temps, il faut que ça soit, on va dire, vu avec le collaborateur, qu'il soit aussi en accord avec ça. Il y a des choses qui peuvent être imposées, bien évidemment, en fonction des objectifs globaux de la société. Mais ça doit toujours être en ligne avec le collaborateur. Il y a une super question un peu provoque, merci Romain, qui me fait rappeler que d'habitude sur ces événements, j'invite toujours un homme et une femme et qui dit « Est-ce que vos homologues DRH hommes ont la même vision ?» Merci pour ton audace. Moi, je trouve que les DRH hommes sont même finalement encore plus impliqués parfois que les DRH femmes et que c'est un sujet qui est au centre de leurs priorités. Moi, c'est ce que je vois dans les groupes de DRH auxquels j'appartiens. Ça va ils vont même avoir parfois une approche même plus virulente pour faire bouger les choses que les femmes. Alors, encore une fois, j'aime pas faire des généralités, j'ai pas de stats, j'ai rien du tout. Mais c'est un ressenti que je peux avoir. Surtout en plus dans des écosystèmes du digital où ça bouge et où aujourd'hui, je trouve c'est une approche qui est assez nouvelle. Faire du temps. Pour compléter ça, Romain, nous, côté DRH, on s'occupe aussi des missions de temps partagé avec des DRH seniors. Et on a de plus en plus de DRH hommes qui nous demandent à anticiper des temps partagés, soit pour le congé mat, soit pour le retour de congé mat. On en parlait un peu avant, mais alternative un peu différente au retour, quoi. De dire, une demi-journée, la personne, elle va quand même aller travailler, elle ne prend pas un 80% ou un 90%, mais elle va avoir quelqu'un qui l'aide un peu à structurer, à reprioriser, etc. Il y a une autre question de Canel. On parle beaucoup de manager, mais qu'en est-il lorsque la personne qui part en congé mat est CEO DG? Je crois que c'est pour toi direct, Garance. Ouais, alors, moi, j'ai vécu ça. Hein. J'ai eu 2 grossesses très rapprochées. Mes enfants ont 18 mois d'écart. Je suis solo fondeur. Donc, autant vous dire que c'était bien sportif. Non, la règle, mais c'est la règle pour beaucoup de choses, c'est évidemment la délégation, c'est-à-dire d'avoir à minima une équipe structurée. Hein. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une équipe qui était déjà un peu structurée, surtout pour ma 2e grossesse. En plus, qui a été une grossesse un peu compliquée. Et puis, quand on est CEO d'une boîte, c'est toujours pareil. Il faut que la boîte essaye de tourner sans vous. Vous ne devez pas être le goulot d'étranglement. Et ça vaut pour toutes les périodes de la vie, y compris quand on est enceinte, surtout quand on est enceinte. Après, voilà, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai quand même travaillé quasiment.
Je me souviens d'être parfois hospitalisée avec mon MacBook sur le lit d'hôpital. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même vie qu'un salarié, mais j'ai néanmoins quand même bien débrayé. C'est tout à fait possible. Il faut avoir une équipe qui tourne. Et j'en profite pour remercier mon équipe qui a très bien tourné sans moi, voilà, sur laquelle j'ai pu me reposer. Donc, mais c'est sûr que c'est un vrai sujet. Et moi, je fais partie de pas mal de groupes d'entrepreneurs que j'adore par ailleurs, hein, mais tous mes copains entrepreneurs qui parfois ont 2-3 enfants et qui me disent moi aussi j'ai 2-3 enfants, j'ai bien galéré. C'est quand même pas tout à fait pareil d'être enceinte, d'avoir un accouchement, de devoir se remettre d'un accouchement et de gérer un enfant bas âge que de gérer un enfant bas âge sans avoir en effet la maternité, l'accouchement, etc., etc. Donc il y a quand même une petite nuance qu'il faut quand même un petit peu souligner. Mais ouais, c'est compliqué. Joy, tu as dû le vivre aussi peut-être de ton côté. Je ne l'ai pas vécu en tant qu'entrepreneur, mais c'est vrai que ça fait écho ce que tu dis, Canel, et puis Garance, sur des postes qui sont en tout cas, on va dire, stratégiques. Dans une société, quand tu es directeur, en tout cas quand tu fais partie du COMEX ou que tu es à la direction, c'est vrai que ton congé maternité va être un peu moins anodin. Et l'organisation, je trouve qu'elle est plus complexe. Moi, ça m'est arrivé dans le cadre de la dernière société que j'ai pu faire. Alors pour le coup, société très bienveillante, mais où je me disais, mais comment je vais faire? J'ai pas envie de partir 6 mois en congé maternité. Mais alors, pas du tout. J'ai plutôt envie d'écourter. Et je trouve que là aussi, c'est marrant parce qu'on est dans une société qui aujourd'hui veut encourager, et c'est bien, et c'est ce qu'il faut, veut encourager les congés maternité, les congés paternité, mais parfois, à défaut finalement de mettre tout le monde dans le même moule et de ne pas finalement écouter peut-être des ressentis ou bien des organisations en fonction des postes qui pourraient ne pas rentrer dans ce moule-là. Et je pense que c'est important de l'exprimer. Et ça fait partie des erreurs que j'ai peut-être pu faire, c'est en tout cas dans la dernière grossesse, de ne pas avoir à exprimer ce que j'aurais voulu. Bon, finalement, après, les choses se sont goupillées très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter. Vraiment, je reviens sur cet aspect-là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux en termes de relation avec l'entreprise pendant cette période-là? Et puis, comment, en fait, ça s'articule alors que je suis à un poste de direction? Est-ce que je vais être mis au placard parce que ça a tourné sans moi? C'est, j'imagine, des considérations que tu dois avoir, Garance, des personnes que tu accompagnes. Et ce n'est pas évident. Et ça, c'est aussi un vrai sujet en soi, au-delà de la période de protection, de l'indemnisation, des droits d'une femme. Je pense que aussi le devoir d'une entreprise, c'est d'accompagner aussi ses collaborateurs, que ce soit des femmes ou des hommes, sur ce sujet de ressenti. Justement, on parlait de ressenti. Il y a alors la question de Guillaume qui dit qu'il est dans une boîte majoritairement composée par des hommes. La sensibilisation à la parentalité est donc différente, notamment sur le fait de prendre son congé pater en intégralité. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques? Ça, c'est vrai que c'est un autre, surtout, je pense que vu le souhait, je crois que tu es dans la tech, Guillaume, et c'est un vrai sujet, le congé pater dans la tech. Est-ce que vous avez des bonnes idées, des bonnes pratiques pour répondre à Guillaume? C'est vrai pour vous tous, hein, si vous avez des bonnes idées pour Guillaume dans le chat. Attends. Bah oui, tu vois, Guillaume, c'est pour revenir sur ce qu'on s'est dit. Moi, j'ai vraiment cette année assisté à malheureusement des congés paternité qui se sont soldés de façon très compliquée. Parce que c'était en plus des personnes. Alors, il y avait un peu de tout, mais aussi dans la tech en full remote. Donc, alors là, on n'en parle même pas parce que dans la tech en full remote, quand tu dois gérer le bébé plus la maman, en fait, tu t'isoles de tes de tes collègues et en plus, oui, tu ne parles pas, tu t'exprimes pas, tu vois pas les personnes sur place. Donc, ça a vraiment créé des situations parfois d'isolement important. Et je pense que vraiment, si en termes de best practice, si on veut, on va dire, au mieux accompagner ses collaborateurs et en même temps participer à de la sensibilisation, c'est de créer peut-être des groupes, des sessions où on parle entre parents, entre papas qui viennent d'avoir un enfant, avec des mamans également. Je trouve qu'en termes de best practice, c'est pas mal parce les mamans se parlent beaucoup entre elles, mais pas les papas. Et je trouve que ça, en termes de best practice, ça pourrait être intéressant.
Il y a le sujet aussi, on l'avait vu pas mal en amont, de prendre le congé paternité en un bloc, qui est souvent aussi plus facile à faire et il peut y avoir du part-time à ce moment-là. En tout cas, il y a un terme de message, je vois dans le chat, là, on parle de rôle modèle, Guillaume et Géraldine. Moi, je trouve que je suis un peu mitigée sur le point parce que ça, je l'ai vu beaucoup. Je trouve que c'est très difficile, encore une fois, et ça dépend du poste occupé. Mais pour certains papas, ça peut être très difficile de prendre tout en un bloc. Alors, je trouve que c'est le mieux, effectivement, parce que ça participe à une vraie coupure et que finalement, 25 jours, hein, c'est rien du tout. Donc, c'est mieux. Mais dans les faits, ça ne peut pas toujours être orchestré de cette façon-là. Encore une fois, en fonction du poste occupé. Donc, et là, tu recommandes quoi alors dans ce cas où ça ne peut pas être pris d'un coup? C'est quoi la bonne pratique? En fait, de toute façon, la loi, elle cadre les choses hein, parce que tu as des périodes pendant lesquelles, en fait, tu dois poser tes jours. Et donc, tu as une première période, en plus, ça dépend de la convention collective, mais encore une fois, tu as une première période de 4 jours calendaires qui vont être consécutifs, qui doivent être pris immédiatement après la naissance. Et ensuite, tu as une seconde période de 21 jours qui peuvent être fractionnés en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune. Donc, mais tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus de petites périodes comme ça. Tu es obligé de couper en deux cette période de 21 jours. Donc, tu as quand même la loi qui encadre un minimum les choses pour pouvoir faire en sorte que le papa puisse couper un minimum. Et surtout, ça doit être pris dans les 6 mois. Ça, je précise, hein, parce qu'il y a beaucoup de papas aussi, et ça, je l'ai vu, qui ne prennent pas leur congé paternité dans le cadre de ces 25 jours. Et donc, il faut le prendre dans le cadre des 6 mois. Sinon, c'est perdu et ce n'est pas l'idée. Il nous reste quelques questions. Je propose de les prendre en mode mitraillette. Alors, certaines nous refont revenir un peu sur les sujets d'avant, mais c'est pas grave. Sarah, du coup, Sarah Grison, comment gérer le mieux possible le retour à temps partiel, regard de l'autre, organisation de travail pour un collaborateur cadre? Donc, le retour à temps partiel. Carence, tu as des bonnes pratiques? La bonne pratique, je pense que c'est celle que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, c'est-à-dire vraiment, il faut en parler en amont. Donc, dès que ça devient un sujet pour vous, Sarah, il faut en parler le plus rapidement possible de manière à ce que votre manager, l'organisation arrive à s'organiser. Voilà. Et puis, je pense qu'après, il faut évidemment justifier cette envie d'aller sur un temps partiel et puis voir si c'est compatible, bien sûr, avec votre périmètre et votre poste actuel. Mais en tout cas, plus on l'annonce tôt, plus ça peut être anticipé, mieux ça peut être compris aussi. Donc, il ne faut pas l'annoncer au dernier moment quand on revient de congé mat. Et là, on se rend compte qu'en effet, un temps plein, c'est pas possible pour X raisons, bien sûr, qui vous regardent. Donc, dès que vous sentez que c'est un sujet pour vous, il faut l'aborder assez rapidement. Surtout que ce temps partiel peut être complété par un temps partiel d'un prestat externe. Du coup, c'est des questions, c'est des budgets, c'est de l'anticipation côté entreprise. Je propose de prendre la question de Louise. Vous parlez beaucoup de transparence. Quel est donc le meilleur moment pour annoncer sa grossesse entre vouloir planifier au mieux notre congé mat, taux de grossesse dans l'équipe déjà annoncée, et le trop tôt, avant les 3 mois guillemets de sécurité? Je ne sais pas ce que tu penses, Joy, mais je pense qu'il ne faut pas l'annoncer avant 3 mois pour des questions c'est ça. De sécurité. Votre grossesse, elle n'est pas stabilisée avant 3 mois. Et l'annoncer à 3 mois et demi, je trouve que c'est pas mal parce que ça laisse le temps à l'organisation de se retourner, d'anticiper votre absence. Donc, 3 mois, moi, je pense que c'est bien, c'est le bon moment. L'informer, encore une fois, informer votre employeur avec un entretien, mais aussi, et là, c'est vraiment plus ton domaine, Joy, moi, je pense qu'il faut quand même doubler avec une lettre recommandée. Il faut l'annoncer en entretien que vous allez envoyer une lettre recommandée et dites, voilà, vous envoyez ce courrier recommandé pour préciser les dates officielles de votre congé mat. Avec la déclaration. Absolument. Mais dites-le en entretien. Voilà, ça passera mieux. Mais je pense qu'il faut quand même envoyer cette lettre recommandée. C'est quand même une façon de vous protéger, surtout si vous êtes en période d'essai. On va prendre la question d'Amélie. Les entreprises disposent bien d'aides pour l'embauche d'un CDD pour un remplacement de congé maternité? Si oui, quelles sont ces aides?
Alors, j'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Pour un remplacement de congé maternité, des aides, je pense que tu peux. Alors, moi, je pense, les aides auxquelles je pense, c'est quand tu. C'est même pas ça, c'est c'est sur de la RH, mais moi, je n'ai pas en tête le point. Ça me dit rien du tout. En fait, les aides qu'il peut y avoir, c'est des aides plus pour le salarié, c'est-à-dire d'un point de vue CAF, etc. Mais pour la société, c'est des choses à la fin. Si tu Ouais, prends freelance, tu peux les déduire. Mais ça n'existe plus depuis 2008, je crois, dans le chat. ouais. Dans tous les cas, ce qui est à la croisée un peu dans l'entre-deux, parfois les OPCO peuvent quand même couvrir des demandes d'accompagnement. Ce n'est pas spécifique au congé mat, mais il peut y avoir ce type d'alternative. C'est ça, en fonction du poste. Il y a la question de Juliette qui est assez complémentaire. Quelle est la meilleure organisation pendant les mois d'absence? Remplacement en CDD, réattribution des missions à l'équipe de N-1 ou transverse? Alors là, ça dépend beaucoup des boîtes. Il y a en effet plusieurs solutions, hein. Il y a d'abord la solution de répartir la charge de travail, donc c'est-à-dire vraiment répartir la charge de travail de votre poste sur des profils déjà en place. Donc ça veut dire d'une part qu'il faut vérifier qu'il y a les compétences en interne et d'autre part que la personne qui va vous remplacer ait la bande passante pour le faire. Deuxième option, il y a de recruter un CDD. Après, c'est toujours un peu compliqué dans la réalité parce que c'est compliqué de trouver un CDD sur un temps aussi court. Et souvent, le CDD en place va vouloir obtenir un CDI. Donc, voilà, ça peut être une solution, mais elle n'est pas forcément parfaite. Il y a aussi l'option de décaler si c'est un poste transverse avec des projets qui ne sont pas critiques pour la boîte, on peut décider de décaler les projets éventuellement en cours. Et enfin, le dernier point, mais du coup, je vais te laisser peut-être en parler, Edith, c'est en effet de faire appel à des ressources externalisées, des part-time, pour pouvoir compenser l'absence de la collaboratrice. J'ai un exemple très concret en tête. Là, on a une directrice commerciale qui est rentrée de congé mat de son 3e enfant. Elle a un gros poste, une grosse équipe et du coup, elle l'a vécu et maintenant, elle aide les boîtes justement à vivre ce moment. Donc, c'est des retours de gens qui rentrent soit de congé mat, soit de congé pat. Et elle vient pour des missions très courtes de une demi-journée, une journée. Elle aide un peu à la strate et en même temps, elle remet les mains dans le cambouis d'un point de vue opérationnel. Donc, elle aide à la gestion des équipes, notamment des équipes de juniors, ce qui peut vite prendre du temps pour les directeurs commerciaux. Il y a... Ah ben voilà, justement, on parle de freelance. Marin, ta question tombe à point. Je suis en freelance et enceinte depuis 3 mois. Je pense chercher un CDI pour me mettre en sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ma stratégie? En fait, je trouve que ça peut être une bonne stratégie pour des questions de sécurité. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut que tu saches. C'est la première, c'est que le maintien de salaire, on va dire le full maintien de salaire, ne sera finalement qu'à l'issue d'un an ou de 2 ans d'ancienneté, en fonction de la convention collective. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, même si vous rejoignez une entreprise en tant que CDI, vous n'aurez pas forcément cette protection pleine, entière par rapport au maintien de salaire. Ça, c'est le premier point. Après, d'un point de vue un peu plus dans la démarche, je trouve qu'il faut faire aussi attention. C'est-à-dire que si vous rejoignez une entreprise simplement pour cet aspect-là, bon, encore une fois, ce qui vous motive aujourd'hui à être freelance, peut-être que ce sont d'autres raisons. Donc, il faut faire encore une fois l'arbitrage entre pourquoi je veux vraiment rejoindre une entreprise, parce que si ça capote finalement au bout de quelques mois parce que vous n'avez pas la liberté à laquelle vous aspirez, ce pourquoi peut-être que vous êtes passé freelance, ça sera peut-être vécu comme un moment de stress aussi pour vous. Donc, voilà, c'est l'arbitrage qu'il faut faire, c'est ce que je dirais. Petite question de Joy et Garance. On parlait du congé maternité qui est au bout de 1 ou 2 ans dans une boîte. Est-ce qu'il y a des dérogations? Est-ce qu'on parlait de ces petits extra miles que font les entreprises? Est-ce que du coup, une entreprise peut décider de donner des avantages, par exemple, dès la période d'essai à une personne qui signalerait une grossesse? Moi, je l'ai déjà vu. C'est-à-dire le maintien de salaire full, je l'ai déjà vu. Maintenant, c'est quelque chose que les sociétés n'aiment pas trop faire. On n'aime pas trop faire ce genre de choses en tant que DRH. Pourquoi? On n'aime pas créer les disparités. Donc, soit on fait ça pour tout le monde, soit on fait ça pour personne. Et voilà. Et en tout cas, quand on le fait,
on le fait de façon, sur des cas vraiment très exceptionnels, peut-être avec d'autres circonstances qui justifient cette exception. Mais en général, oui, ça peut se faire. L'entreprise peut décider par décision unilatérale de faire ce genre d'exception, mais on essaye d'éviter de le globaliser. Toujours dans l'idée des initiatives, peut-être pour toi, Garance, c'est la question de Fanny. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des initiatives des entreprises qui ne seraient pas obligatoires, que ce soit en France ou à l'étranger? Alors, le sujet de l'accompagnement, de proposer un accompagnement, en plus qui est pris en charge par le CPF, donc c'est neutre d'un point de vue budget pour l'entreprise, c'est souvent bien perçu. Parce que c'est justement dans cette logique de OK, tu reviens après un congé mat, peut-être que tes priorités ont changé, donc on va t'accompagner. Et quand c'est un tiers qui accompagne, évidemment, c'est toujours mieux perçu par la collaboratrice parce que forcément, c'est plus facile de se confier à une personne qui n'est pas dans l'entreprise que parfois son manager ou son DRH. Donc ça fonctionne plutôt bien de proposer de manière un peu systématique un bilan de compétences, un bilan de retour des maths à des collaboratrices qui viennent. Le mentoring, ça fonctionne bien aussi, de pouvoir en effet mettre un mentor à disposition de la femme qui revient pour lui redonner confiance, pour la remettre dans une espèce de routine professionnelle qui forcément... Et même pour les retours de congé pat, pour le coup, le mentoring va dans les deux comme le part-time. Absolument. Donc oui, il y a des bonnes pratiques comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus les entreprises vont être proactives sur ces sujets, plus ça va permettre aux femmes aussi de prendre leur place dans la vie professionnelle, d'accepter des postes à responsabilité et de gravir les différents échelons. Et en particulier dans la tech, on sait bien que les femmes sont malheureusement encore assez peu présentes dans ce secteur-là. Donc, il faut absolument sensibiliser, évidemment, les patrons, les patronnes, parce que souvent, c'est un sujet qui part du haut, et bien sûr, les DRH ou les RH qui s'occupent de ces sujets-là, que ça n'est pas un sujet accessoire, ça n'est pas un sujet annexe, c'est un sujet structurel qui peut vraiment changer la donne pour les femmes, mais comme pour les hommes, parce que les hommes ont de plus en plus envie de prendre leur congé paternité, et c'est tant mieux, parce que plus ils vont s'investir dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans la paternité, plus les femmes vont pouvoir aussi, elles, prendre de la place dans leur vie professionnelle. Puis c'est même un sujet, je fais l'extra mile, mais sur ton point, c'est même un sujet de marque employeur. Une entreprise qui aujourd'hui n'est pas capable de donner des avantages concrets et de gérer en interne la parentalité, ça peut aussi être mal vu, comme à l'inverse, une entreprise qui fait ça bien va attirer par le bouche à oreille. Je propose, on est presque au bout de ces 45 minutes, de prendre une dernière question. C'est la question de Marion. Il est courant qu'en retour de congé mat ou pat, la carrière pro évolue, promo, mobilité interne. À quel moment devons-nous en parler? Je pense qu'on a répondu. En revanche, comment se projeter? À quoi peut-on prétendre? Je crois qu'il y a un cadre légal, non, Joy? Il y a le Code du travail ne prévoit pas justement en plus de job à niveau légal. Tu es obligé quand une personne revient de congé maternité ou de congé paternité, l'entreprise a l'obligation de proposer le même poste, bien évidemment, de le réintégrer sur le même poste ou de lui proposer un poste équivalent. Et deuxième point aussi, dont on n'a pas parlé, deuxième obligation, c'est que la personne, pareil, qui est partie en congé maternité ou paternité est éligible à la moyenne des augmentations de salaire. Donc là aussi, elle ne doit pas se retrouver lésée du fait de son congé maternité ou paternité. L'important, selon toi, de bien connaître ses droits en amont. Merci à toutes les deux et merci à toutes pour vos questions. Je vois que ça continue dans le chat. C'est cool d'avoir créé de l'engagement. Merci vraiment. Je trouvais que c'était très concret et merci à chacun pour vos questions. Comme d'habitude, c'est des formats sur lesquels il y a des replays. Donc, on vous enverra à la fois le replay, mais aussi les coordonnées de Garance et Joy dans le cas où vous voudriez poursuivre l'échange, que ce soit sur des sujets d'accompagnement légaux plutôt avec Joy, de gestion individuelle de carrière avec Garance. Moi, je suis aussi à dispo pour les sujets de mentoring et temps partagé. On fait effectivement pas mal, particulièrement en début d'année, dans des cadres de parentalité. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode, en physique ou en vrai. On déclinera cet event avec des C-level dans la vraie vie, c'est-à-dire format petit déjeuner, pour ceux que ça intéresse. Bientôt plus de détails. Merci Garance, merci Joy. Est-ce que vous avez un dernier petit mot où tout est bon pour vous?
Oui, moi j'ai peut-être un mot à rajouter, on ne l'a pas du tout abordé. Et je pense que c'est important parce que ça doit arriver assez fréquemment, la démission en congé maternité. Si vous vous sentez complètement perdu dans l'incapacité même de gérer ce type de situation, ne démissionnez pas, renseignez-vous sur vos droits. Et aujourd'hui, il y a quand même la société a beaucoup évolué sur le sujet. Et je pense que c'est dommage de quitter peut-être un poste qui vous plaît avec toutes les ambitions que vous avez projetées dans l'entreprise parce que c'est un sujet nouveau pour vous que vous ne savez pas appréhender. Voilà. Faites-vous plutôt accompagner. Ouais. Merci. En plus, ça parle de vécu. Merci, Joy. Est-ce que Garance, tu as un dernier petit mot pour nous? Oui, le dernier petit mot, c'est que vous avez le droit de tout avoir. Je pense qu'on a le droit à la fois d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants et d'avoir une vie personnelle dans laquelle on s'épanouit, mais on a aussi le droit d'être hyper ambitieuse et d'avoir une vie professionnelle dans laquelle on s'éclate et dans laquelle on va régulièrement se challenger. Donc, c'est vrai que la composition entre les deux n'est pas toujours simple, mais heureusement, la société évolue et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'y arriver. Donc, il faut s'accrocher, mais voilà, vous avez le droit, en tout cas, mesdames et messieurs qui prennent les congés pattes, merci de prendre vos congés pattes quand c'est possible. Voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de trucs à faire, donc allez-y. Ça me donne envie de mettre en valeur plus les CEO hommes-femmes et C-level hommes-femmes qui ont mis des super choses en place. On écrira sûrement un article dans la foulée. Donc, si ceux qui ont participé veulent donner d'autres bonnes pratiques, que ce soit des livres, des trucs concrets qu'ils ont vécu dans la boîte, n'hésitez pas à m'écrire. On ira un peu plus loin. Merci à tous. Bon appétit et du coup, à très vite. Merci à toutes et à tous. Bye bye.